Recueillir les données des résidents communaux en vue de mettre à jour le registre national des personnes physiques, c'est une des décisions du Conseil des ministres de ce mercredi 20 juillet 2022. Le Bénin poursuit sa marche vers l'autonomie énergétique. Après la centrale thermique de Madagascar 2, le pays dispose désormais de sa première grande centrale solaire photovoltaïque de 25 MW, celle-ci réalisée à Ilou-Lofin dans la commune de Pobet, le département du Plateau, grâce au projet Défisol, a été mise en service dans cette semaine. Et puis en interactualité en Gironde ce mercredi, Macron s'est affiché aux côtés de la population et des professionnels en première ligne des incendies, un déplacement coup de com' avec peu d'annonces pour répondre à l'urgence qui cherche principalement à blanchir le gouvernement de ses responsabilités. Voilà pour le sommaire, le développement dans un instant. Mesdames, Messieurs, merci de prendre le rendez-vous de cette livraison informative. La première centrale solaire photovoltaïque du Bénin est officiellement mise en service ce mardi à Ilou-Lofin, dans la commune de Pobet. Ce joyau financé par l'Agence française de développement, l'Union européenne, et avec une contribution du gouvernement du président Patrice Talon de 25 MW permettra donc de fournir de l'électricité à 40 000 ménages, soit plus d'1 million de personnes. La cérémonie d'inauguration a connu la présence de plusieurs autorités du Bénin, dont le ministre de l'Énergie, Donat Jean-Claude Oussou. Voici qui met officiellement en service la centrale solaire photovoltaïque d'Ilou-Lofin, la première du Bénin, d'une capacité de production de 25 MW, extensible à 50 MW, le joyau permet à 40 000 foyers de bénéficier de l'énergie électrique. Ce projet vient donner une visibilité à la commune de Pobet. Pour moi, un immense plaisir d'être témoin de cet événement historique qui fait de Pobet la source à partir de laquelle plusieurs communautés du Bénin et d'ailleurs retrouvent la lumière. Et Pobet, avec l'ensemble de son conseil communal et sa population, me charge de transmettre ces mots de remerciement au ministre de l'Énergie et par lui, le président Patrice Athanas Guillaume Talon, pour leur vision ordonnée et dynamique du développement de notre cher pays. Situé sur un site de 25 hectares, le chantier est réalisé dans le cadre du projet de construction d'une centrale solaire de 25 MW et de modernisation du système d'information de la Société béninoise d'énergie électrique, Défisol, financé par l'Agence française de développement, l'Union européenne et avec une contribution du gouvernement du président Patrice Talon. L'inauguration que nous célébrons aujourd'hui est un jalon important dans la production et la distribution d'une électricité propre, durable et moderne pour tous les Béninois, illustrant l'engagement fort du gouvernement béninois à améliorer l'accès à l'énergie, à lutter contre le changement climatique et à créer des emplois au niveau local. Et dans une approche équipe Europe et ensemble avec l'AFD, l'Union européenne est fière d'être aux côtés du Bénin pour l'accompagner dans ses ambitions. Ainsi, après l'inauguration en août 2019 de la première vraie centrale thermique de 127 MW de Maria-Gleta 1, aujourd'hui, 3 ans après, nous voici encore pour l'inauguration d'un nouveau bijou pour le Bénin, pour le développement socio-économique de notre pays. Cet événement restera durablement gravé dans nos mémoires, dans l'histoire de notre pays, comme l'une des réalisations majeures du programme d'action du gouvernement. L'événement de ce jour prouve encore une fois que les choix effectués par le gouvernement depuis avril 2016 étaient des choix justes et responsables au regard des enjeux de développement socio-économique de notre pays.
D'un coût global de 39,7 milliards de francs CFA, la centrale est constituée de 47 212 modules avec 113 onduleurs de dernière génération, 6 postes de transformation, une conduite automatique de la centrale assistée par ordinateur, des systèmes de surveillance et de sécurité anti-intrusion de dernière génération, 2 lignes d'évacuation en 20 kV de 25 kW chacune sur 3 km de la centrale solaire au poste de la CEB à Onigbolo. Mettre en œuvre des registres communaux des personnes physiques sur toute l'étendue du territoire national, c'est l'une des décisions prises en Conseil des ministres de ce mercredi 20 juillet 2022. La séance hebdomadaire s'est tenue sous la présidence de Patrice Talon, chef d'État, chef de gouvernement. Détail avec le porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Rumbouedi. Suivons-le. Modalité de mise en œuvre de l'auto-assurance de l'État pour la couverture des biens culturels publics. Le présent décret vise une protection efficace des biens culturels en vue de l'émergence d'une économie touristique, culturelle et artistique. Elle s'étend aux activités de promotion et de circulation des œuvres. Le test qu'il organise intervient en application de la loi numéro 2021-09 du 22 octobre 2021 portant protection du patrimoine culturel en République du Bénin. Ainsi, l'auto-assurance porte sur la perte, le vol et les dommages que pourraient subir ces biens publics, les détériorations diverses dont ils peuvent être l'objet à la suite d'un vol, d'un incendie, d'une explosion, d'une grève, d'un acte de vandalisme, des dégâts causés par les eaux, etc. En point 2, mise en œuvre des registres communaux des personnes physiques. La loi assigne aux communes la tenue de 2 registres des personnes physiques établis sur leur territoire, l'un pour les nationaux et l'autre pour les ressortissants étrangers. La mise en œuvre de ces registres répond au besoin de recueillir les données des résidents communaux, lesquels servent notamment à consolider ou mettre à jour le registre national des personnes physiques, attribuer le numéro personnel d'identification, reconstituer l'état civil des personnes. Tous les citoyens inscrits sur le registre communal sont pris en compte lors du recensement de la population. Au terme du présent décret, cette inscription est effectuée soit à la naissance, soit lors de l'installation sur le territoire national, par une déclaration à la mairie du lieu où la personne a choisi de fixer sa résidence principale, et cette déclaration concerne l'ensemble des personnes composant le foyer. De même, tout changement de résidence principale doit faire l'objet d'une déclaration auprès de la mairie de la commune du nouveau domicile. Elle est obligatoire, même s'il n'y a pas de changement de commune, et devra intervenir dans les 8 jours ouvrables suivant le déménagement. Dissolution du Centre de promotion de l'artisanat du Bénin, CPA de Cotonou. C'est par un décret en date du 15 juin 2022 que le gouvernement du président Patrice Talon a pris cette décision. Un liquidateur est déjà nommé pour mener les opérations de liquidation de la structure. Mais comment les artisans de ce centre accueillent l'annonce de cette dissolution? Une équipe de la rédaction de Speedline Télévision s'est rendue sur place. Suivons donc ici le reportage de Kinette Iganwi. La dissolution du Centre de promotion de l'artisanat fait suite à l'annonce il y a quelques mois de la prise en compte du domaine qui abrite la structure pour le projet UNAFRICA. Sur les lieux, la décision du gouvernement est diversement appréciée par les artisans. D'abord, ça ne nous surprend pas parce que cela a été évoqué et révélé déjà dans le PAG2 du gouvernement. Il a été prévu la disparition totale du CPA du rôle des arts, de l'UNAFRICA et du ministère de la Jeunesse, de l'Énergie et du Sport. Tout ce condenser ensemble là, ça fera un complexe qu'on va appeler désormais UNAFRICA. À mon avis, c'est un grand projet. Si le CPA a été dissous, c'est peut-être qu'il y a des dysfonctionnements ou le dynamisme que le chef de l'État voudrait pour ce centre, il ne le trouve pas et qui voulait encore faire de mieux. C'est pour cette raison-là que le chef de l'État a peut-être dissoudre
l'administration du CPA et tous ses contenus. Bien que la nouvelle soit accueillie bon gré mal gré, les artisans se réjouissent tout de même du fait que des dispositions sont prises en amont pour permettre la continuité de leurs activités. On salue le président avec ses groupes. Il a bien fait qu'il ne nous a pas chassés. Il nous déplace ici pour amener à quelque part. Déjà, c'est quelque chose de bien. Vous voyez ce qu'il veut dire, non? Il peut dire que bon, écoutez, hey, j'ai vu ma place, il faut quitter. Bon. Il n'a pas fait ça. Avant de dissoudre le CPA, nous, les acteurs qui interviennent dans le domaine, le gouvernement a déjà prévu quelque chose pour vous, pour nous. Et si vous avez l'habitude de longer la clôture du Kangezo, c'est-à-dire en face du bout de travail au niveau des rails, il y a des choses qui sont en train d'être construites pour nous les artisans. Donc pour nous, en réalité, le CPA n'a pas été dissolu, mais ça a été fondu. Parce que désormais, ça va exister dans l'UNAFRICA. Maintenant, les artisans seront relogés dans quelques semaines sur ce site en aménagement afin que démarrent les travaux du projet UNAFRICA. Ce projet, tel que prévu par le gouvernement, comprendra un pôle sportif, une galerie d'art et une galerie commerciale. Au Bénin, c'est désormais obligatoire de signaler à la mairie tout changement de résidence principale, ceci dans un délai de 8 jours. C'est l'une des exigences de la mesure de mise en œuvre des registres communaux des personnes physiques adoptée par le Conseil des ministres de ce mercredi 20 juillet 2022. Impression et analyse d'un observateur de la vie politique dans ce reportage de Romaric Dossard et Pierre Akako. Plus de déménagements fantaisistes au Bénin. Le gouvernement recadre désormais la mobilité des résidents. D'après le compte-rendu du Conseil des ministres de ce mercredi 20 juillet 2022, tout changement de résidence principale doit faire l'objet d'une déclaration auprès de la mairie de la commune du nouveau domicile. Un Béninois ou un résident au Bénin qui passe la nuit à Calavi pendant une semaine, il loue là-bas ou bien pendant un mois, et puis après, bon, lorsqu'il commet les actes qu'il va commettre là, avant que ça ne pète, il a le temps d'aller s'installer à Kpakpa. Il n'a pas laissé de traces. Il est irrépérable, il est introuvable. Il disparaît dans la nature comme ça. Donc je pense qu'avec cette loi-là, les CQ, les CV, les maires doivent veiller à ce que désormais tout mouvement des citoyens soit suivi et connu par les autorités compétentes. Cette disposition, c'est une disposition qui éduque même, qui sensibilise, qui éduque et qui va redresser sans tambour ni trompette beaucoup de Béninois. Parce que quand tu es quelque part, tu sais que tu ne peux pas disparaître du jour au lendemain. Tu contrôles tes mouvements, tu contrôles tes activités, tu contrôles tes actions. Bonne nouvelle également pour les propriétaires de maisons en location. Ils seront désormais rassurés et mis en confiance par rapport au respect du contrat qui les lie aux locataires. Ce que moi je vois tout de suite là et qui m'enchante dans cette décision, c'est que ça permettra une traçabilité des locataires. Parce qu'aujourd'hui, la loi sur le bail a laissé une porte grandement ouverte aux locataires mal intentionnés qui peuvent devoir des mois de location à un propriétaire B. Ils s'arrangent dans la nuit pour déménager à une destination inconnue. À ce point même, je vais faire appel aux députés. Il faudrait qu'ils en fassent une loi pour que quelqu'un qui enfreint à cette disposition que soit considéré comme un délit et qu'il soit poursuivi. Si la personne doit déménager et qu'il sait qu'il a l'obligation d'aller signaler à la mairie sa nouvelle destination avec des précisions sur son adresse, je pense qu'il ne va pas chercher à avoir des démêlés avec l'ancien propriétaire avant de partir. Parce que c'est que là où il va se retrouver, le propriétaire peut le repérer facilement. Selon le compte-rendu de ce conseil, cette déclaration est obligatoire, même s'il n'y a pas de changement de commune. Autre précision, comme les nationaux, les ressortissants étrangers sont également concernés par la réforme. Le 1er août 1960, le Bénin a accédé à son indépendance. Chaque année, il commémore cette victoire à travers une grande cérémonie à Cotonou. La fête s'annonce déjà à grands pas. La ville s'anime
aux couleurs des drapeaux du pays. Quelques citoyens rencontrés dans cette ville de Cotonou s'expriment sur les préparatifs de cette fête au micro de Olive Biaou et Mathieu Sossou. Cotonou vibre déjà aux couleurs de la fête de l'indépendance. Tous impatients, les Béninois sont en attente pour la grande cérémonie de ce 1er août. Pour cette fête, certains ont des préférences et demandent l'aménagement d'autres villes à part celle de Cotonou pour accueillir cette cérémonie. Il faut notifier que ce 1er août 2022, le Bénin célèbre le 62e anniversaire de son accession à l'indépendance. Une brève sport avant la page internationale de cette édition. De plus en plus, tout se précise, se confirme et se dessine pour une continuité de la gestion du président Mathurin Deschacus à la tête de la Fédération béninoise de football. Plus rien n'arrête le président Mathurin Deschacus qui porte la liste « Allons plus loin ». En effet, Mathurin Deschacus a maintenu le champ libre pour rempiler, candidat à sa propre succession. Il sera réélu haut les mains le 20 août 2022. Plus de doute autour. Ce jeudi 21 juillet 2022, sa liste a été validée par la commission électorale en charge des élections présidée par Maître Elie Vlavonou. Les regards sont donc tournés vers l'Assemblée générale élective proprement dite. Et puis on aborde à présent l'Inter dans cette édition. Comme je l'annonçais, le gouvernement malien a annoncé l'exclusion de Olivier Salgado, porte-parole de la mission de l'ONU. Selon les allégations tenues contre lui, il aurait rapporté des informations inacceptables sur l'affaire concernant les 49 militaires ivoiriens arrêtés depuis plus d'une semaine au Mali, alors que les relations entre le Mali et ses partenaires internationaux sont déjà tendues. Cette nouvelle décision vient
exacerber les crispations. Reportage. Vous expliquez un peu. Olivier Delgado, porte-parole de la MINUSMA, la mission de paix de l'ONU au Mali, est invité à quitter le pays dans les 72 heures. Le communiqué du ministère malien des Affaires étrangères est sans appel. Bamako lui reproche d'avoir posté sur le réseau social Twitter des informations jugées inacceptables à propos de l'arrestation il y a quelques jours de 49 soldats ivoiriens au Mali. Des soldats qualifiés de mercenaires par les autorités maliennes, mais la Côte d'Ivoire assure qu'ils étaient sur le sol malien car ils devaient prendre la relève d'autres casques bleus de la MINUSMA. Selon le tweet du porte-parole de la MINUSMA, le Mali était au courant de cette relève, ce que Bamako a démenti. L'expulsion du porte-parole de la MINUSMA vient s'ajouter à d'autres accros diplomatiques entre le Mali et l'ONU, qui compte plus de 12 000 soldats dans le pays depuis 2013. Cette expulsion intervient dans un contexte de bras de fer diplomatique qui dure depuis plusieurs mois entre Bamako et certains de ses partenaires. La France, d'abord, que le Mali a poussé vers la sortie début 2022 après 9 ans de présence militaire dans le pays. Il y a aussi eu des tensions avec la CEDEAO qui a finalement levé les sanctions économiques contre le Mali. Depuis la chute de Muammar Kadhafi, le pétrole libyen est au centre de toutes les convoitises. Des milices rivalisent, des puissances étrangères également se bousculent pour le contrôle de l'une des plus vastes réserves pétrolières d'Afrique. La Libye a repris donc ses exploitations de pétrole ce mercredi, mettant fin donc à une interruption qui durait depuis des mois. Reportage. Après 2 mois d'interruption, la Libye a repris ses exportations de pétrole mercredi. Cette reprise tant attendue intervient après que le pays a relancé la production dans les champs pétroliers, suite à la nomination par décret d'un nouveau directeur de la compagnie pétrolière nationale par le gouvernement des Pays-Bas. Selon la déclaration de la compagnie nationale de pétrole, elle a commencé hier à exporter et la première expédition était de 40 000 barils. Et aujourd'hui, elle a atteint 600 000 barils. Le processus est en constante augmentation. Les expéditions se font petit à petit et augmentent continuellement. La production pétrolière est depuis mi-avril l'otage des rivalités politiques entre le gouvernement Bachaga et des Pays-Bas. Selon les autorités, les fermetures ont fait chuter de 2/3 la production quotidienne de pétrole de la Libye. Mardi, la production a repris dans plusieurs champs, dont celui de Charara, le plus grand du pays, a annoncé la compagnie pétrolière nationale. Le médecin congolais Denis Mukwege, prix Nobel de la paix 2018, a exprimé mercredi ses craintes sur la situation sécuritaire dans l'est de la République démocratique du Congo, estimant que la diplomatie du président Félix Tshisekedi contribue à l'aggravation de l'instabilité. La diplomatie régionale du président de la RDC nous mène objectivement vers une prolongation et une aggravation de l'instabilité. Ce sont les mots du célèbre médecin Denis Mukwege. Le prix Nobel de la paix n'a pas hésité à faire part de ses craintes sur la situation sécuritaire dans l'est du pays où se trouve sa clinique et où plus d'une centaine de groupes armés sont actifs. Sa déclaration intervient après l'annonce du déploiement dans l'est congolais de soldats de l'EAC, la communauté des États de l'Afrique de l'Est. Le pays a rejoint en avril dernier cette organisation régionale à laquelle font partie notamment le Rwanda et l'Ouganda, 2 pays à l'origine d'un regain de tension à l'est de la RDC selon Denis Mukwege. Avec la présence de soldats de la MONUSCO, la mission de paix de l'ONU en RDC, Denis Mukwege s'inquiète que cet ajout de militaires étrangers dans le pays ne soit contre-productif. Pour lui, réformer l'armée congolaise, mais aussi lutter contre l'impunité, seraient les seules solutions vers une stabilité durable de l'Est de la République démocratique du Congo. Et je l'annonçais dans les titres, malgré les incendies en Gironde, Emmanuel Macron s'accroche à sa feuille de route. Le chef de l'État est allé soutenir les pompiers qui font face depuis plusieurs jours à 2 feux très importants. Il a promis un chantier national pour replanter la forêt, sans faire de nouvelles annonces en matière de lutte contre les émissions de gaz à effet de serre. Le président français Emmanuel Macron s'est rendu mercredi en Gironde, dans le sud-ouest du pays, pour constater les dégâts causés par les incendies qui ravagent la région depuis plus d'une semaine et féliciter les volontaires qui apportent leur aide. C'est une chance, les bénévoles. Mais moi, je leur ai dit, j'ai été très touché, qu'il y a beaucoup de jeunes. Les incendies et les vagues de chaleur successives qui frappent l'Europe
pose aussi la question du changement climatique. Et comme d'autres dirigeants, Emmanuel Macron n'échappe pas aux accusations d'inaction. Par rapport à l'urgence climatique, certains vous accusent de ne pas prendre assez de mesures ou de mesures assez importantes par rapport au niveau justement de l'urgence. Est-ce que la France va être un pays différent dans 5 ans, lors de la fin de votre deuxième mandat? D'abord, moi je suis, j'ai envie de dire, c'est la fonction et le métier, là pour prendre aussi les critiques. Sous mon premier mandat, on a été 2 fois plus vite dans la réduction des gaz à émission de CO2, 2 fois plus vite que ce que la France faisait. On va aller beaucoup plus vite et plus fort. Je disais, j'ai doublé l'effort ces 5 dernières années. On va encore le doubler dans le quinquennat qui vient. C'est ça mon objectif. Le président français s'est également engagé à reboiser la région et à reconstruire les infrastructures. En Gironde, c'est près de 36 000 personnes qui ont dû être évacuées. Certaines d'entre elles ont rejoint ce hall d'exposition transformé en centre d'accueil. Il y avait un grand soleil comme aujourd'hui, un super éclairage et en l'espace, je sais pas, de 30 minutes, tout s'est assombri en fait et il pleuvait des cendres et ça a été super bizarre. On serait cru à Pompéi quasiment, donc c'était assez curieux comme situation. Mais ce fait là, c'est cette heure d'évacuer, effectivement, j'ai pris l'essentiel. Et en 10 minutes, on a dû partir, on a dû quitter les lieux, ils nous ont donné 10 minutes environ. Donc on a pris ce qu'on pouvait en catastrophe, on est parti, voilà, des affaires pour se laver, quelques habits. J'ai voulu récupérer mon chat, mais j'ai pas pu l'attraper du coup. C'était très dur de venir. Si Alexis a eu la chance d'emmener son chien avec lui, il a dû passer son 11e anniversaire au refuge. Ça fait combien de jours que tu es ici, Alexis? Depuis jeudi dernier. Depuis jeudi dernier. Et ça va, ça se passe comment? Bien. Bien? Tu dois partager ta chambre avec ton grand frère, c'est... Non, ça me dérange pas. Ça te dérange pas? Pour que la génération d'Alexis ne soit pas confrontée à d'autres incendies et à des conditions climatiques encore plus extrêmes, les experts climatiques sont unanimes, il faut faire beaucoup plus. Ce volontaire estime que les autorités ont un rôle plus important à jouer. Déjà, nous, on donne le flash, on donne la lumière, on donne l'exemple. Ils ont les manettes qui conduisent. L'urgence climatique est plus que jamais d'actualité. Paralysé du Congrès et limité par la Cour suprême, Joe Biden a malgré tout tenté ce mercredi 20 juillet 2022 de relancer ses promesses climatiques en annonçant de nouvelles mesures réglementaires au moment où une vague de chaleur étouffe les États-Unis et plusieurs pays européens. Parmi elles, des fonds supplémentaires pour aider à protéger les régions confrontées à des chaleurs extrêmes et des mesures pour stimuler la production d'énergie éolienne aux États-Unis. Reportage. Un danger clair et immédiat. C'est ainsi que le président américain a qualifié le changement climatique. Alors que les États-Unis et une partie de l'Europe étouffent sous des chaleurs caniculaires, Joe Biden tente de réveiller les consciences et sauver ses ambitions climatiques. La santé de nos citoyens est littéralement en jeu. Les principaux climatologues internationaux de l'ONU qualifient le dernier rapport sur le climat de rien de moins que, je cite, code rouge pour l'humanité. Je répète, code rouge pour l'humanité. En visite dans l'État du Massachusetts, sur le site d'une ancienne centrale à charbon en voie de reconversion vers l'énergie éolienne, le président démocrate annonce un plan d'investissement de 2,3 milliards de dollars. Le but, construire des infrastructures capables de résister aux conditions météorologiques extrêmes. La Maison-Blanche se dit déterminée à tenir ses engagements climatiques, mais elle est mise en difficulté par l'absence de majorité nette au Congrès et une Cour suprême farouchement conservatrice. Les États-Unis pourraient bien continuer à prendre du retard sur leur agenda climatique. Mesdames, Messieurs, c'est ici que prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez-nous sur nos différentes plateformes Facebook, YouTube également sur le www.speedlinetelevision.com. Portez-vous bien.